cas a une particularité intéressante qui permet de voir le lien entre le ressuscité et le monde environnant. À ce propos, j'aimerais parler de certaines capacités informationnelles du lion et de l'aigle. À la différence d'autres animaux, le lion sait à l'avance quelle situation l'attend et ce qui peut lui arriver dans le futur proche, environ 1 heure. Comparons cela à un phénomène plus connu. Dans les grands aéroports modernes, les avions atterrissent chaque minute. Pour assurer la sécurité des vols, les contrôleurs aériens doivent voir le déplacement de tous les avions dans l'air sur les écrans de leur radar afin de les guider en vol et durant l'atterrissage. Le radar émet les impulsions d'ondes électromagnétiques dans une direction donnée. S'il y a un avion dans cette direction, l'impulsion arrive vers lui et cette impulsion est renvoyée après sa réflexion sur l'avion. Un point lumineux apparaît sur l'écran du radar à cet endroit. La différence de temps entre l'émission et la résurrection détermine la distance jusqu'à l'avion. Puis les impulsions sont envoyées dans une autre direction. Ensuite, la direction change encore. Tout cela se fait très rapidement et permet de surveiller l'espace aérien. Sur les écrans de radar, on a l'image entière de la position des avions à un moment donné. Une telle surveillance de l'espace aérien est appelée dans le langage des experts le scanning. Le lion a donc la capacité de scanner l'espace d'événements futurs pendant une période allant jusqu'à 1 heure. Il voit ces événements futurs de la même façon que les événements actuels. En fait, on peut scanner l'espace d'événements futurs ou bien scanner le temps. C'est la même chose. De temps en temps, le lion émet une impulsion de conscience à partir de son thorax et reçoit le signal reflété. Cela lui permet d'obtenir une information préalable sur ce qui peut arriver. Cette impulsion se forme dans la zone de l'estomac, se reflète sur les parois de l'estomac, passe par le cerveau, puis est lancée à partir de la zone de l'estomac. C'est le premier signal. Tout de suite après, le lion lance un autre signal à travers le cerveau. Les deux signaux se joignent presque tout de suite et l'impulsion qui en résulte sera utilisée pour scanner le temps. Lorsque cette impulsion se forme, l'estomac du lion devient un peu comprimé, ressemblant ainsi à un ballon de rugby. L'impulsion provient d'une de ses extrémités. Dans le cadre de notre thème, il est pertinent de dire quelques mots sur l'autruche. L'expression politique de l'autruche et d'autres phrases similaires signifient, selon l'opinion courante, qu'au lieu d'agir, l'autruche cache sa tête dans le sable, ayant peur du danger. En réalité, ce n'est pas vrai. L'autruche peut scanner le temps jusqu'à 1 minute à l'avance. Si elle voit une menace réelle, elle s'en va. Ce fait a été confirmé par des expérimentations de scientifiques américains qui lançaient des ballons. Si le danger potentiel existe, mais à un moment donné, il n'est pas réel, l'autruche sait que rien de mauvais ne lui arrivera et elle cache alors sa tête dans le sable. Si la menace devient plus réelle, l'autruche s'en va. Revenons au lion. Le lion balaye le temps jusqu'à environ 1 heure à l'avance. S'il essaye de voir plus loin, par exemple 1 heure et demie plus tard, il commencera à perdre sa forme à cause de la moindre mobilité. Il est peu probable que le lion puisse se le permettre. Le scan des futurs événements par le lion diffère de celui de l'espace aérien par le radar. L'impulsion envoyée par le radar est un segment d'une onde électromagnétique. Elle se déplace dans l'espace à la vitesse de la lumière. L'impulsion de la conscience envoyée par le lion ne va nulle part.
tout mouvement est absent. Cette impulsion apparaît instantanément dans l'endroit où le lion veut aller, en un point d'où elle est retournée après avoir scanné tout autour. Pour un signal reflété, à la différence d'un signal direct, il y a déjà la notion de la propagation des ondes. L'onde de retour se déplace à une très grande vitesse. Elle dépasse celle de la lumière, puis elle tourne vers sa propre source. Lorsque le lion a besoin de traverser un certain territoire, apparaît une pensée relative à ce besoin. Imaginons-la sous la forme d'un cylindre. Il s'agit d'une sorte d'information. Quand cette pensée en forme de cylindre surgit dans l'esprit du lion, un cylindre un peu transformé, disons conique, apparaît immédiatement dans l'endroit où le lion veut se retrouver. L'apparition de ce deuxième cylindre conique est due au principe des liens communs entre tous les fragments de l'information. Le lion scanne l'information dans le segment nécessaire autour de cette forme qui vient d'apparaître. Le cylindre conique est composé de deux parties. La première représente ce qui se trouve toujours dans ce segment, selon le principe fondamental affirmant que tout est présent dans tout. La deuxième partie comprend ce qui est produit par la volonté, dans notre cas, celle du lion. D'ailleurs, on pourrait calculer précisément cette volonté et particulariser ainsi le segment de l'esprit. La gestion spirituelle est une structure dirigeante. L'esprit dirige la conscience. Cette hiérarchie affecte la prise de décision. Après que le lion a reçu le signal retourné, son esprit prend la première décision avant même que le signal soit traité par la conscience. Par exemple, quelque chose ne va pas plus loin sur le chemin et il faut sauter de côté. Ensuite, le signal retourné sera traité essentiellement par la conscience. Sur la base de ce traitement, le lion décidera de ce qu'il faut faire et où courir. Si l'on compare le comportement du lion avec celui du tigre, chez ce dernier, la structure dirigeante est la conscience développée qui a remplacé la gestion par l'esprit. Par conséquent, le tigre agit avec un peu de retard. Nous voyons qu'en matière de gestion spirituelle, le lion dépasse considérablement le tigre et d'autres animaux. Cette capacité le distingue parmi les animaux, et c'est pour cela que le lion est considéré comme le roi des animaux. En ce qui concerne l'homme sur le plan spirituel, il possède un niveau spirituel à part et sa gestion spirituelle fait partie de la structure du contact avec Dieu. C'est pourquoi l'homme peut se développer rapidement s'il le souhaite. À partir de la description donnée du processus de la prise des décisions, on voit que la gestion spirituelle est beaucoup plus développée par rapport à la conscience. Elle contrôlera toutes les cellules ainsi que la conscience elle-même. Dans ce cas, l'objet deviendra indestructible. Ainsi, la conscience gérée par l'esprit sera capable de créer de la matière et donc n'importe quel corps physique, y compris l'homme. Maintenant, passons à un représentant unique des oiseaux dont nous avons parlé dans l'introduction, à savoir l'aigle. À part les capacités énumérées ci-dessus, l'aigle possède une autre capacité bien développée. Il peut scanner l'espace des événements futurs. La première impulsion provient des plumes, quoiqu'elle semble ne pas être la meilleure partie du corps pour un but pareil, car les plumes peuvent tomber. Et pourtant, c'est comme cela. La deuxième impulsion provient des yeux. Après quoi, comme chez le lion, ces deux impulsions se joignent et celle qui en résulte
est utilisé pour scanner le temps. Aucune autre partie du corps n'est touchée pour créer l'impulsion. Si les yeux de l'aigle sont fermés, il envoie un système de signaux parallèles en impliquant son corps. D'autres oiseaux n'en sont pas capables. Chez certaines espèces d'oiseaux apprivoisés, tels que des faucons et des aigles royaux, si leurs yeux sont fermés, ils ne peuvent pas scanner et par conséquent, ils n'essayent pas de voler. En balayant l'espace des événements futurs durant une période allant jusqu'à 1 heure, l'aigle voit large. Il se voit lui-même, ainsi que tous les processus, tous les liens. Il analyse l'ensemble. La perception de l'aigle se fait à l'aide de la clairvoyance. Pendant la demi-heure qui suit, l'aigle continue à se voir lui-même et certains événements, mais le fond commence à s'effacer. L'aigle se voit nettement pendant 5 ou même 7 heures. On peut dire qu'une sorte de fil s'étire à partir de l'aigle vers l'espace. Grâce à ce fil, il sent s'il y a un problème quelque part, et alors il évite cet endroit. Certaines espèces d'aigles peuvent aussi utiliser une vision irrationnelle pour s'orienter pendant le vol. Ils voient mieux de cette façon qu'avec leurs yeux. Cependant, cela leur arrive rarement de s'orienter uniquement par la clairvoyance, car cela exerce une grande pression sur les os. En observant le vol des oiseaux, on voit parfois qu'ils descendent tout bas et sans toucher la terre, remontent en se servant de la force substantatrice de l'air. L'albatros montre un bel exemple d'un tel vol. Après avoir pris de la vitesse au cours de la descente, il tourne contre le vent et avant de toucher la terre, remonte en flèche. Certes, l'aigle peut faire la même chose. Toutefois, nous sommes plutôt intéressés par un autre procédé qu'il utilise. Il a été remarqué que parfois, l'aigle tombe à grande vitesse, puis il semble toucher la terre et ensuite il remonte à cette même grande vitesse. On pensait qu'il atterrissait, puis se repoussait fortement et grâce à cela s'envolait de terre à grande vitesse. Mais cela n'était pas le cas. Les tournages faits par des scientifiques australiens ont démontré que l'aigle ne touchait pas du tout le sol. Ce phénomène est demeuré une énigme. En réalité, en voyant l'avenir et en sachant où il voudrait aller après s'être repoussé depuis le sol, l'aigle se téléporte vers l'endroit où il devait se retrouver après l'atterrissage. L'aigle est donc aussi capable de se téléporter. Revenons à l'examen du témoignage de Svetlana Kolikova. Son fils et son petit-fils ont vu donc Valentin près d'une grande photo de lion. Maintenant, après avoir pris connaissance des particularités de cet animal, nous pouvons comprendre que sa photo a été contribuée à la résurrection de Valentin. Ayant ainsi des capacités de scanner le temps, le lion lance en quelque sorte le champ informationnel de l'avenir dans lequel la résurrection peut avoir lieu. Ensuite, Svetlana écrit qu'elle a écouté la cassette audio sur laquelle j'avais enregistré l'explication de certaines thèses fondamentales concernant l'organisation du monde. Après qu'elle a compris ces thèses, la cassette s'est dématérialisée. Voilà quelques explications. Le ressuscité possède une expérience unique et il veut aider les vivants à comprendre que la résurrection est un phénomène normal, naturel. Les contacts du ressuscité avec les vivants y jouent un grand rôle. Grâce à ce contact, les gens reçoivent une information nécessaire depuis le champ informationnel et ceci contribue à ce que la société commence à percevoir la résurrection comme un phénomène normal. Surtout, ce contact est important avec la personne qui n'est pas au courant
que la résurrection a eu lieu. Après son contact avec une personne, le ressuscité vient dans un endroit, puis dans un autre, à la recherche de l'expérience. Il effectue ainsi sa propre mission, celle de transmettre des connaissances aux hommes. Une certaine statistique de réaction vis-à-vis du ressuscité se forme. C'est une information très utile pour des résurrections ultérieures. La tâche de Valentin consiste à créer un système de connaissances dans sa famille. Alors, quand sa mère, après avoir écouté la cassette, a compris les thèses énoncées, notamment celle qui dit que l'espace est secondaire par rapport à la conscience, la cassette s'est dématérialisée. Nous venons donc d'analyser le témoignage du 26 janvier 1999 et maintenant nous allons passer au témoignage du 26 avril 1999. Fin de l'audio numéro 6.